Voilà. Alors, je voulais d'abord remercier Younes et Lama Forcal pour l'invitation, ce qui me permet de redécouvrir Marrakech sous un angle totalement différent. Je vous demanderai d'être un peu plus indulgent parce que moi, je suis principalement clinicienne, pneumologue, allergologue et pas chercheuse. Donc, je vais choisir de vous présenter un cas sur lequel je n'ai pas tout résolu. Comme ça, vous pourrez aussi vous poser les mêmes questions que moi. Ah oui, j'ai pas média, donc... Voilà, nickel. Donc, c'est un patient qui débarque en janvier 2019, envoyé par les urgences, au départ parce qu'il aurait fait une grosse allergie à la crevette. Donc, on l'interroge, il a 27 ans, il est chauffagiste depuis une dizaine d'années. Il est belge, 2 parents d'origine sicilienne. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, on a l'honneur d'avoir une grosse population immigrée, donc ce qui nous fait un peu varier nos anamnèses, et ce qui est fortement important, notamment pour tous les profils de sensibilisation. Il me dit, je suis certain d'avoir fait une allergie à la crevette, c'est pas possible. Une semaine avant, il a fait un angioëdème sévère. Il a eu un petit peu peur d'ailleurs, ce qui justifie qu'il a fait des pieds et des mains pour être vu en consultation. Avec une urticaire aiguë, des douleurs abdominales, ce qui m'inquiète quand même un petit peu. Après avoir mangé sur son temps de midi dans sa camionnette, une barquette avec des crevettes fraîches qu'il avait achetées au supermarché local, qui sortait du frigo, donc pas de problème d'intoxication a priori, du pain, une banane après. Pas de course à pied, pas d'alcool, évidemment, on est sur le temps de midi, pas prise d'anti-inflammatoire. Il est vu aux urgences de notre hôpital où on met uniquement du Solumédrol. Donc, a priori, sur les paramètres, on n'avait quand même pas une anaphylaxie vraie, mais un angioëdème à atteinte pharyngée qui avait été objectivé par les urgentistes sur le rapport. Donc, quand je l'interroge, ce monsieur, oui, il a toujours été allergique. Au printemps, ça ne va pas bien. Donc, moi, j'habite dans le nord de l'Europe, donc le boulot et les PR10, c'est quelque chose qui nous concerne en journalier. Il dit quand même qu'il a la bouche qui chatouille avec les noix, les noisettes, le Nutella, il les évite. Il a l'impression d'avoir déjà eu des gonflements du haut de la gorge. Du coup, il n'en mange plus du tout, mais il n'a jamais pris la peine de consulter ou que ce soit. Il me dit quand même que son généraliste le suit depuis 2 ans pour des histoires de plaques à répétition. Parfois, ça gonfle au niveau des lèvres, parfois, ça gonfle au niveau des yeux. Et son médecin généraliste lui fait des prescriptions à distance de cétérisine et médrol. Il prend l'un ou l'autre avec un potentiel diagnostic d'urticaire. Alors, il dit que quand je l'interroge, est-ce que vous avez l'impression que votre urticaire, ça survient après les repas? Je ne sais pas trop. C'est une anamnèse comme on peut parfois en avoir en allergologie. Donc, je ne sais pas. Quand je sors et que je bois des alcools fruités, c'est compliqué, alors j'ai arrêté d'en boire. Et ça va mieux depuis. Non, j'ai toujours d'urticaire, mais je pensais que c'était ça. Bref, on ne sait toujours pas plus. Et puis, je fais quand même les tests cutanés. Donc, malheureusement, il est envoyé par les urgences qu'il a mis sous cétérisine, médrol, traitement classique et pas toujours adapté de 7 jours, qu'il a juste stoppé par chance 2 jours avant le rendez-vous, donc c'est un peu juste. Je fais quand même les tests cutanés de base. Et alors, j'ai une sensibilisation donc avec les Prix allergènes et de chez à l'allergie. Pour le boulot, ce qui colle avec sa rhinite allergique. Pour les graminées, pour les acariens, j'ai pas grand-chose par rapport à ma crevette. Le latex, c'est douteux, que je teste quand même par rapport à la banane. Je teste les trophallergènes que j'ai en disposition en gouttes, puisque comme vous, j'ai plus grand-chose. Donc, la noix, modérément positive à 4. La noisette, quand même, pour lequel il avait une histoire à 7 mm. L'arachide douteux et la crevette, rien du tout. Mais je suis juste 7 jours après mon épisode. Vous savez qu'on est censé voir les patients au moins 4 à 6 semaines après leur épisode aigu. Et en plus, il était sous antihistaminique. Alors, je lui dis, écoutez, il faut faire votre prise de sang à distance parce que là, elle pourrait être faussement négative. Donc, vous attendez 4 à 6 semaines avant de la faire. En Belgique, par rapport au débat du remboursement, on a quand même droit à 7 tests d'IgE spécifiques ou de recombinants par jour, remboursés par le Fonds de sécurité sociale, ce qui nous permet, en faisant des tests ou en demandant effectivement aux patients de payer, donc je lui demande de bien le faire à distance, ce qu'il a tout à fait compris, puisqu'il le fait juste une semaine après, donc plus ou moins 10 jours après son épisode. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, par rapport au recombinant dont Johanna nous a parlé tout à l'heure, par rapport à la fameuse PR10 du boulot, elle est effectivement bien présente. Donc, j'ai un patient qui est sensibilisé pour BETV1, ce qui colle avec sa rhinite boulot, ce qui colle probablement avec une partie du syndrome d'allergie orale qu'il a avec les noix et les noisettes. La prophyline que j'ai dosée, BETV2, négative. Les acariens, j'ai des tests que je ne peux pas considérer clairement comme positifs. Ça colle avec mes tests cutanés qui étaient douteux. J'ai quand même, par rapport à la banane, un latex à 1,93. Alors, on a eu des gros problèmes de disponibilité, nous, au niveau des recombinants latex. Donc, j'en avais juste coché 2. Et puis, le nombre d'IgE spécifiques est quand même limité, qui était négatif. J'ai quand même une sensibilisation pour la banane, pour lequel, a priori, il n'a pas eu de symptômes.
J'ai rien pour la crevette, mais je suis juste 12 jours après son choc, en tout cas son angioëdème. J'avais dosé la tropomyosine, inférieure à 0,1, et puis vu qu'il vient du sud de l'Italie, en tout cas les parents, et que même si on est censé ne pas avoir beaucoup d'LTP dans le nord de l'Europe, on en a quand même une flopée, j'avais dosé la LTP PRU-P3, qui revient aussi positive à 4,99. Alors, qu'est-ce que je conclus à ma première consultation? Donc, je refais mon courrier après avoir reçu la prise de sang un peu dépitée juste après son épisode. Que j'ai un syndrome d'allergie orale qui est connu par la PR10 du boulot, RBDV1, donc c'est dans nos régions, et je pense que vous avez probablement en partie le même problème. On a énormément de problèmes d'allergie croisée sur pommes, poires, noix, noisettes avec la PR10 du boulot. Alors, est-ce que c'est la LTP qui a donné sa réaction un peu plus sévère, puisqu'il a quand même eu des douleurs abdominales, et c'était probablement le facteur qui m'embêtait le plus, même si les paramètres étaient corrects, il y avait quand même un angioëdème aussi pharyngé avec une luette qui avait été augmentée de volume. Ou est-ce que c'est la banane via le latex? Je ne sais pas trop. Je demande à son généraliste, qui l'avait vu depuis plusieurs semaines, de faire quand même attention au niveau des latex et des fruits latex, mais ça je lui avais déjà dit en consultation. Je conseille de faire attention avec les LTP, mais finalement, s'il est LTP positif, pourquoi d'un coup, alors qu'il est dans sa voiture, il fait une réaction plus sévère? Je n'ai pas d'explication. Je demande classiquement d'être prudent avec les cofacteurs. Donc vous savez comme moi qu'en allergie alimentaire, vous pouvez avoir un patient qui ne réagit pas avec un IgE spécifique auquel il est sensibilisé, avec une IgE spécifique, pardon, et qui va, s'il a mangé, s'il a pris des anti-inflammatoires, s'il fait du sport, qui va vous donner une réaction beaucoup plus sévère. Donc votre anamnèse en allergo, elle est vraiment primordiale, puisque le contexte dans lequel le patient fait sa réaction va vraiment vous aider à interpréter. La trousse de secours, j'avais dit que je lui avais prescrite en disant attendez de voir le profil de votre prise de sang, je dirais à votre généraliste s'il fallait la prendre, donc avec un stylo auto-injectable d'adrénaline, vous savez que c'est la base, notamment, et des antihistaminiques avec des bêta-2 mimétiques. Je dis qu'il faut qu'on sache quid avec la noisette, puisqu'il y avait un syndrome d'allergie orale. Alors, j'évoque quand même le fait que son urticaire, son bête urticaire qu'il associe au stress et à l'alcool et à ses sorties, finalement, est-ce que la LTP n'aurait pas joué un rôle dans ces épisodes, avec probablement des cofacteurs, point d'interrogation, en sachant qu'on a aussi des soucis avec la LTP et les alcools fruités. Je demande que le patient soit vu avec un agenda et des tests natifs à distance, et je demande de le revoir à 2 mois en lui envoyant le rendez-vous. Bon, ça, c'est ce que je demandais. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué en pratique. Donc, le patient débarque 6 mois plus tard. Déjà, c'est un peu compliqué. Il s'est baladé dans la nature, il me dit que tout va bien, qu'il n'a plus eu d'épisode aigu avec d'angioëdème. Il n'a pas vraiment tenu d'agenda alimentaire, pas de chance. Mais il me dit que ça va mieux, il a pris de la cétérisine en continu, et puis il a fait une espèce de régime amaigrissant qu'un copain bodybuilder lui avait conseillé, où il mangeait uniquement poulet et riz, avec parfois des bouillons de légumes, mais a priori plus de fruits, plus de légumes. Enfin, c'est un régime particulier, mais en tout cas, il n'a plus d'urticaire. Donc il me dit que les rares fois il en a mangé, il a toujours un syndrome d'allergie orale. Il a remangé pommes, poires, melons, pastèques, ça va. On est au début de la saison des fruits, il n'y a pas eu de souci. Alors il a quand même compris qu'il devait éviter les crevettes, donc il est toujours persuadé qu'il y a eu un problème avec la crevette et les crustacés. Bananes, fruits latex et fruits secs, il a compris. Donc on n'a plus eu de réaction à ce niveau-là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors je lui demande s'il a déjà eu des soucis avec le latex. A priori, pas de problème, mais il ne sait pas trop s'il a eu un contact ou pas. Il dit que, je vous rappelle qu'il est d'origine sicilienne, en tout cas les parents avec une culture qui chez nous au niveau alimentaire et culinaire est en général très très bien conservée, qui supporte quand même tout ce qui est tomates, pâtes, pain, pizza, et qu'il a toujours évité les alcools fruités. En tout cas depuis 6 mois, il en a plus repris, il est sûr que c'est ça qui est responsable de son urticaire, puisque parfois il faisait des urticaires 24 à 48 heures après avoir bu de l'alcool. Vous savez que les anamnèses des patients, il ne faut pas toujours compter dessus. Donc, alors la grande question chez nous, c'est que nous sommes à Liège, très très proche de la Hollande, où le cannabis est légalisé, donc, et la consommation de cannabis est légalisée chez nous, pas le fait d'en vendre. Donc ça fait partie de l'anamnèse maintenant classique d'un allergologue dans nos régions. C'est est-ce que vous fumez du cannabis? Bah oui, de temps en temps, plus outre le fait que lui fumait du cannabis, il se retrouvait fréquemment avec des amis qui en fumaient, et vous savez comme moi que les sensibilisations cannabis dont on va discuter peuvent donner des problèmes avec la LTP, même en sensibilisation passive, puisqu'on a des cas décrits même chez des enfants malheureusement. Alors il me dit quand même par rapport au niveau professionnel qu'il a quand même un contact occasionnel avec le chanvre, qui est aussi un dérivé du cannabis, enfin un peu de la même famille, et de l'amiante lors des démontages des installations de chauffage. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est chauffagiste. Je fais les tests cutanés, je fais tout moi-même, donc je suis désolée, c'est moi qui ai écrit, je sais bien que c'est un peu illisible, donc je vais essayer de... Attendez, je vais mettre...
En haut, vous avez la banane qui est clairement positive. Vous avez le kiwi qui est clairement positif. J'ai dans mon bureau en stock quelques fleurs de cannabis qui sont modérément positives. J'avais fait les grains de pavot qui sont négatifs. J'avais quand même une positivité. Je vais vous les mettre, ce serait plus facile. Donc, au-dessus, j'avais quand même une positivité douteuse pour le céleri, le soja. Pour la noisette, quand même, à 10 mm sur les allergènes de synthèse. Cette fois-ci, j'avais 6 ou 7 au départ. Le blé, j'ai pas grand-chose. Pour moi, c'est non significatif. En alimentaire, donc c'est au-dessus. Hein, donc la banane est clairement positive, l'avocat est positif, le kiwi vert, le kiwi jaune, la noix, la noisette, cannabis. Mais bon, cannabis était un peu vieillissant dans mon bureau, donc je ne lui ai pas demandé d'en ramener. Je ne pouvais pas vraiment l'interpréter. Je teste les gants en latex qui reviennent cette fois-ci négatifs par rapport aux gouttes qui étaient positives à 3 mm. Alors, j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de recombinants, donc je les redose puisque je considère que les autres, pourquoi est-ce que je les refais? C'est parce que les autres, ils avaient été faits juste 10 jours après l'épisode, donc je ne savais pas trop quelle était leur validité. J'ai toujours une sensibilisation, mais pour moi non significative pour les acariens, puisqu'on reste toujours branché sur cette histoire de crevettes. Dans les recombinants, pas grand-chose. DRP23 qui n'a pas de sensibilisation. La crevette qui reste négative, donc cette fois-ci en test cutané et en IgE spécifique. J'ai de nouveau une positivité pour kiwi, banane, latex. Avec les autres recombinants que j'ai dosés, vraiment pas grand-chose. Les CCD, on en a discuté tout à l'heure, c'est les protéines glycosidées qui peuvent parfois vous donner des faux positifs au niveau de l'interprétation de vos tests cutanés comme de vos IgE spécifiques globales. Ici, ils sont modérément positifs. Je recontrôle cette fois-ci la LTP de la noisette puisque j'étais tombée dessus par hasard avec FruPay3 qui me confirme effectivement bien une positivité. Alors je suis un peu embêtée parce que j'ai un test modérément positif pour la protéine de stockage de la noisette. Je dose l'arachide, j'ai pas grand-chose, à part la RRH9 qui est la LTP de l'arachide aussi, mais a priori le patient n'avait pas de réaction connue, bien que depuis qu'on lui avait dit d'éviter les fruits et les fruits secs, il faisait de toute façon un amalgame avec l'arachide. Alors, qu'est-ce que je conclus à ma deuxième consultation? Donc, moi, je vous ai présenté le cas parce que je vous avoue qu'en allergologie, on n'a pas toujours réponse à tout, vous verrez. Donc, a priori, j'ai pas d'allergie confirmée à la crevette et crustacés. Donc, je lui réencourage à en manger dans des conditions de sécurité ou de discuter pour un test de provocation orale, mais je vois pas trop l'indication au vu des sensibilisations associées. J'ai donc toujours mon syndrome d'allergie orale via la PR10 RBET-V1, pas de profiline. Alors, est-ce que les LTP ont donné un rôle dans les bananes? Dans le blé, mais a priori le blé il en mangeait beaucoup. Est-ce que c'est une histoire de cofacteurs? Mais j'avais quand même pas grand-chose, avec toujours cette suspicion d'anaphylaxie. Le latex, je dis toujours de faire attention, j'ai toujours pas d'explication par rapport à son sensibilisation. Et est-ce que la LTP de latex aurait pu jouer un rôle, mais qui n'est pas disponible au dosage? Donc, sensibilisation confirmée, en tout cas, au niveau des LTP chez un patient peu symptomatique. Donc, je vous rappelle que pour les LTP, il est hors de question d'interdire tous les aliments LTP aux patients, sinon ils ne peuvent plus rien manger, puisque vous savez que c'est présent dans tous les végétaux, hormis les végétaux racines. Faire attention aux cofacteurs et faire attention aux aliments. Alors, est-ce que le cannabis a joué un rôle dans sa sensibilisation LTP? Probablement. En tout cas, on en a énormément. Mais je vous rappelle qu'il était aussi originaire du sud de l'Europe. Alors, j'ai une sensibilisation protéine de stockage, limite, pour lequel j'avais jamais eu de choc. En fait, le patient avait quand même déjà mangé noisette Nutella. Il avait déjà eu des petits enjeux œdème, mais jamais d'anaphylaxie. Alors, je vous ai présenté le cas. C'était un peu... on a eu la chance d'avoir le SIGBA qui est venu à Bruxelles en 2020, donc juste avant que le Covid débarque dans toutes nos contrées. Et Thermo Fisher cherchait un cas pour... ils cherchaient des cas à présenter où ils offraient la possibilité d'avoir l'immunocap Isaac gratuit. Donc chez nous, c'est un coût de 180 € au patient. Donc j'ai un peu gratouillé dans mes anciens cas et j'ai ressorti ce cas-là pour le concours, surtout pour permettre aux patients d'avoir le test gratuitement. Pourquoi est-ce que potentiellement je pouvais poser la question de le faire? C'est parce que j'avais toujours pas compris. Et en plus, le patient n'étant pas très compliant au rendez-vous, ni une anamnèse pas très spécifique, j'étais quand même toujours embêtée. C'est pas évident de faire la part du chose chez un patient qui est polysensibilisé. J'ai quand même pas d'explication claire à l'histoire clinique. En tout cas, je n'arrive pas à lui donner des évictions claires. Et puis, vous savez comme moi que finalement, au niveau des disponibilités du coût des remboursements des recombinants, chez nous, on est à un coût plus ou moins de 7 à 8 € par recombinant, avec différentes protéines de stockage qu'on n'a pas toujours, par exemple. Donc, je postule le cas pour le concours que je gagne, soit, c'était pas ça. Le patient a eu son immunocap Isaac et j'ai eu l'honneur de présenter après un cas qui était un peu tordu
au concret du SIGBA. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, l'ISAC est vraiment, c'est un peu différent, on en rediscutera, je pense que j'en avais en reparlé moi aussi. C'est une mesure plutôt quantitative ici. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça ne nous apprend pas grand-chose pour la PR10, on sait bien qu'on a une sensibilisation. On a quand même une sensibilisation aussi pour le cèdre ici, ça c'est au niveau des pneumallergènes en haut. Ici, on a différencié les différentes LTP. On a une sensibilisation principalement quasi pour toutes les LTP. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser? Celle qu'on avait déjà dosée, Cora 8, PRUP3 qui est confirmée. Pour les PR10, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez qu'on a bien une PR10 pour le boulot, mais qui est moins présente pour les autres, qui est présente aussi pour la pomme, qu'effectivement, ils ne mangent pas. Et chose qui m'a assez interpellée et qui est probablement un des arguments aussi pour faire un ISAC, c'est qu'on a une tomatine-like protéine, qui est la seule dosable en fait actuellement en pratique clinique, enfin en tout cas dans la gamme Thermo Fisher, qui revient positive pour le kiwi, point d'interrogation. Est-ce que ça explique quelque chose? En sachant que la tomatine-like protéine, tu vas en discuter tout à l'heure, on la retrouve aussi dans la banane. Donc pour la suite, ma crevette, ça confirme, parce qu'il y a quand même l'arginine kinase que vous avez dans l'ISAC, que vous n'avez pas en recombinant, qui est négative, donc j'ai toujours pas de sensibilisation. Alors là, point d'interrogation. Par contre, mes protéines de stockage reviennent négatives pour la noisette. Je me suis réinterrogée par rapport au blé, vous voyez, par rapport au fait qu'il a mangé un morceau de pain avec sa banane et ses crevettes, qui est négative en fait pour la LTP de blé, donc c'est probablement pas ça. Négative aussi, on vous a parlé de l'oméga 5 gliadine tout à l'heure, c'est aussi quelque chose auquel vous devez penser quand vous avez des anaphylaxies avec prise de blé un peu aspécifique, qui revient négative aussi, et les inhibiteurs de l'alpha-amylase aussi, donc c'est probablement pas ça. Je m'interrogeais toujours sur le latex par rapport aux autres combinants dosés ici sur une autre technique. J'ai toujours pas de sensibilisation ni HEVB1, ni HEVB3, ni HEVB5, ni 6. Donc pas d'explication claire par rapport à la sensibilisation latex et c'est probablement pas ça qui explique l'épisode. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté finalement de faire ce test? Est-ce que j'en sais un peu plus? C'est que, je suis désolée, je me répète, mais au moins vous aurez retenu. Donc une polysensibilisation pour PR10 et LTP, toujours pas de profiline. Ce qui m'a fort interpellée, je vous le dis parce que c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai un cas banane ou kiwi avec une tomatine-like protéine positive en plus d'autres sensibilisations. Est-ce que ça explique quelque chose via la banane? Est-ce que le fait d'avoir une tomatine-like protéine plus une LTP en même temps, est-ce que ça a fait quelque chose? Le blé n'a probablement pas joué de rôle puisque sa LTP est négative, ainsi que son oméga 5 gliadine. J'ai toujours pas d'explication claire pour le latex, mais vous savez qu'il y a une LTP dans le latex, on va voir un peu plus loin, donc... Personnellement, alors c'est peut-être que je suis un peu trop prudente, mais quand j'ai des patients qui ont des sensibilisations latex, même si je n'ai pas d'allergie vraie, et quand je ne la comprends pas, en tout cas, je discute pour l'éviction du latex, en tout cas au niveau opératoire, puisque vous savez comme moi que dans une chirurgie, c'est pas toujours facile de faire la part des choses une fois que le patient réagit. Toujours pas d'allergie démontrée à la crevette, que je lui avais déjà autorisé de réintroduire, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Alors, je m'interroge quand même sur l'histoire de son fameux urticaire chronique, là, pour lequel il mangeait régulièrement cétérisine médrol. Est-ce que c'était sa LTP? Est-ce que c'était la LTP plus la tomatine-like protéine? J'avais aussi dosé l'alpha-gal que j'ai eu dans l'ISAC, donc ça c'est pour les viandes, qui était aussi négatif. Alors étonnamment, j'ai eu des protéines de stockage négatives en ISAC, alors que j'avais eu une positivité en CAP. J'avais proposé de faire un test de provocation orale noisette, parce que pour moi c'était primordial d'essayer de faire un peu la part des choses. Qui était potentiellement envisagé, mais le patient a un peu disparu. Donc, est-ce que le cannabis a joué un rôle sur la polysensibilisation LTP? Donc, j'avais demandé, on a la chance d'avoir Didier Beau, qui est le pape du cannabis à 100 km de Liège. Donc, je lui ai demandé, j'avais fait envoyer le tube du patient, qui avait fait les LTP disponibles pour le cannabis, mais qui ne sont disponibles qu'en mode recherche, pour lequel le taux n'était pas clairement positif. Par contre, une positivité pour le chanvre, avec des tests natifs qui avaient été annulés pour le Covid. De toute façon, le patient, maintenant, le Covid est passé depuis un certain temps chez nous, n'a toujours pas réapparu, puisque je lui avais donné une convocation pour faire un test de provocation orale, au moins pour la noisette. Alors, quel allergène évoqué par rapport à la banane? Point d'interrogation. Donc, un petit rappel, c'est que le bananier, c'est pas un arbre, mais c'est une herbacée, d'accord, qui fait des rhizomes. Ça appartient à la famille des musacées. C'est un aliment qui est très mangé, les premiers producteurs sont en Asie. C'est une source allergénique à ne pas négliger, qui n'est pas toujours facile à interpréter. Le souci, c'est qu'on en mange beaucoup, on en mange tôt et on ne comprend pas toujours tout.
Donc les premières descriptions, c'est en 1990. La plupart de la littérature pour l'allergie à la banane est associée à une allergie au latex, mais pas toujours. Il y a aussi des allergies qui existent en dehors du latex, et c'est probablement le cas de notre patient ici. Si vous voulez faire un bilan par rapport à la banane, le prick test, vous avez vu, est quand même relativement fiable, qui va dépendre aussi de votre sensibilité en fonction de la maturité de la banane que vous allez utiliser. Et vous avez un IgE spécifique pour la banane. Alors, si je reprends les allergènes de la banane, donc dans les sites que vous devez connaître aussi, vous avez Allergome qui vous permet vraiment de faire la part des choses. C'est un accès gratuit, donc vous mettez le nom de votre aliment en anglais ou de l'allergène, et vous avez les différents allergènes disponibles, enfin en tout cas mis en évidence, parce qu'ils ne sont pas tous disponibles au dosage. Vous savez que vous avez une prophyline, donc, mais ça, je n'avais pas de sensibilisation. Vous avez une chitinase, vous avez une LTP de la banane, donc ça, c'est quand même à retenir, c'est pas quelque chose de clairement autorisé. Vous avez une tomatine-like protéine et d'autres chitinases et prophyline. Donc, est-ce que le rôle de la LTP plus la tomatine-like protéine dans cette histoire-là a joué un rôle pour la réaction plus sévère? Je n'ai pas vraiment l'explication. Alors, les tomatine-like protéines, c'est un peu, voilà, c'est quelque chose, c'est pas dans les classiques des recombinants dont vous parlez, mais je pense que c'est quelque chose dont on va de plus en plus entendre parler. Il faut savoir que c'est des protéines de défense de la famille des PR5. Au départ, elles ont une activité antifongique. C'est une protéine de stress, donc notamment pathogène. Donc la concentration va probablement varier, comme pour toutes les PR10, en fonction de la manière dont votre aliment a été cultivé, en fonction de la manière dont il va être stocké. Vous voyez sur le schéma que c'est une protéine relativement stable, avec des ponts disulfures intramoléculaires qui protègent bien la molécule et qui permet probablement une réactivité clinique qui est loin d'être négligeable. La plupart du temps, dans la littérature, elles sont résistantes à la chaleur et à la digestion. Elles sont glycosylées. Ce qui n'a pas vraiment d'importance au niveau clinique, n'aurait pas vraiment d'importance au niveau clinique, parce que c'est une protéine qu'on connaît encore peu, en tout cas dans la pratique clinique, et probablement beaucoup plus en recherche, mais probablement que ça pourrait aussi expliquer certaines sensibilisations croisées avec des positivités qu'on n'explique pas toujours. Il faut savoir qu'elle est contenue dans différents végétaux et fruits, donc notamment dans le cyprès, dans la pomme, dans la cerise, dans les pollens aussi, et elle serait responsable probablement de syndrome pollen-aliment. Alors on espère vraiment, enfin nous en Belgique on travaille principalement avec Thermo Fisher, avoir ultérieurement un dosage isolé, parce que je pense que c'est vraiment une protéine qui va nous aider. Au niveau de la nomenclature et du nom, il faut savoir que ça partage des similarités avec les tomatines. Là, c'est le petit, c'est un édulcorant naturel que vous voyez ici, au goût sucré, qu'on trouve dans le katemfé, donc en Afrique, et qui est utilisé comme exhausteur de goût. Donc, à ce point de comme interrogation, parce que ça, c'est pas un allergène à déclaration obligatoire, par contre. Donc, si on a des patients en TLP, est-ce qu'on va passer à côté de certaines choses? En pratique clinique, clairement, la stabilité probablement est responsable des réactions sévères. Donc, vous voyez que les recombinants et les protéines, elles sont vraiment en fonction de leur structure, en fonction de la manière dont ils peuvent réagir. Ça a un impact au niveau clinique. Le souci, c'est qu'on n'a rien pour le doser, en fait, à part la TLP du kiwi, et vous avez un coût dans l'ISAC qui est quand même loin d'être négligeable. Donc, est-ce qu'il faut faire un ISAC juste pour cette protéine-là? Au départ, on le considérait dans la littérature comme un allergène mineur, quelque chose qu'on avait découvert un peu par hasard, mais pour l'interrogation, est-ce que ce n'est pas un allergène qui finalement va nous expliquer certaines choses dans certaines histoires cliniques? Dans la littérature, il n'y a quand même pas grand-chose de disponible. Je vous ai repris ici, c'est surtout les Espagnols à Palassin, c'est des pédiatres qui ont beaucoup écrit là-dessus, notamment pour celles des réactions décrites avec le kiwi, décrites avec la banane, des histoires de réactions anaphylactiques à répétition avec une TLP aussi, où on ne sait pas trop si finalement ça avait une explication, et cette fois-ci sans sensibilisation pour les autres protéines, par exemple les LTP, les PR10, les prophylines. Est-ce que le TLP pourrait jouer un rôle comme allergène primaire? C'est aussi encore une hypothèse des Espagnols. Le problème, c'est que pour faire des grosses études à large échelle, il faudrait il faudrait pouvoir voir si quand votre patient réagit à un végétal, puisque finalement vous allez voir que la TLP est présente dans beaucoup de végétaux, est-ce que c'est un rôle ou pas? Mais vous n'avez pas vraiment de possibilité de la doser, donc c'est pas évident. Méfiez-vous quand même. Donc, je voulais juste reprendre pour le latex, donc ici. Le livre dont Johanna vous a parlé, je vous encourage vraiment à le télécharger sur le site de l'EACI. Donc, c'est l'EACI Molecular Guide. Vous voyez que au niveau des allergies croisées avec le latex, ça peut donner des allergies respiratoires avec le ficus, avec les moisissures. Au niveau alimentaire, c'est pas toujours évident puisque ça réagit par plusieurs protéines, notamment HEVB2, B5, B601. En sachant qu'on ne peut pas tous les doser. Vous avez aussi ici une LTP dans le latex. Donc, point d'interrogation, est-ce que c'est ça qu'a positivité mon test? Je n'ai pas vraiment d'explication.
Vous voyez que le latex, c'est vraiment la bouteille à encre, et quand vous avez un patient allergique, c'est vraiment pas évident de vous y retrouver, puisqu'il y a aussi une sensibilisation possible pour les profilines notamment, et puis pour les chitinases qui sont censées donner les réactions croisées. Je vous ai mis ce qui était disponible en dosage, en sachant qu'on n'a malheureusement pas tout en pratique clinique. Les allergies croisées, ça c'est la même chose, hein, donc c'est juste les petits schémas qui vous aident chez Thermo Fisher, qui vous rappellent qu'au niveau des protéines alimentaires, vous avez pas mal de choses, même s'il y a une prédominance notamment d'HEVB5, B602 et les profilines. Alors, pour les allergies professionnelles, chanvre, latex et cannabis, je voulais juste faire un petit clin d'œil, puisque je vous rappelle que le patient, outre fumeur de cannabis, il était chauffagiste, que le chanvre il est quand même utilisé pour faire les joints en tuyauterie, en tout cas dans les tuyauteries anciennes. Donc j'avais fait un petit topo de la littérature. Il y avait des symptômes respiratoires qui avaient été décrits pendant la pollinisation du chanvre. Donc quand vous regardez un peu sur allergie professionnelle et chanvre, c'est surtout ça que vous allez trouver, notamment aux États-Unis, notamment en Inde où il est utilisé en grande quantité. Il y a des allergies connues aussi, surtout sur la manipulation des chanvres, notamment en industrie du textile, avec des études anciennes de réactions cutanées, des urticaires de contact, des symptômes respiratoires. Aussi des cas via les manipulations de laboratoire qui avaient été décrits. C'est assez amusant par rapport au cannabis. Il y avait un cas d'allergie professionnelle qui avait été décrit chez une policière qui faisait des descentes en toxico, etc., et qui faisait des anaphylaxies à répétition. Chaque fois qu'elle était en contact avec le cannabis, il s'était amusé à la traiter par omalizumab, donc l'anti-IgE. Et ici aussi de Kuiper, mais c'est aussi de l'équipe d'Ebo, qui est fan de cannabis, avait quand même sorti une série de 81 patients qui avaient été exposés au cannabis, donc 40% avaient quand même des symptômes respiratoires. Mais pas toujours les LTP pour le cannabis qui étaient positifs, ni les prics. Donc ici, le patient, je vous juste un petit clin d'œil, hein, donc il est chauffagiste, or il utilise aussi du chanvre. Est-ce que ça a eu un rôle ou pas? Point d'interrogation, je lui ai demandé de me ramener du chanvre pour le tester, mais il n'a jamais réapparu. Donc est-ce que le chanvre du cannabis ou le chanvre classique a donné un rôle? Point d'interrogation. Et voilà, et si vous voulez, ça c'est une petite image de Liège, si un jour vous voulez vous perdre par là.